le fond ne change pas. Très bien. Voilà. De retour sur le plateau de la tranche info sur Canal 10, place maintenant au focus. Une heure de débrief sur l'actualité locale. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, nous allons traiter un dossier épineux, à savoir celui du chlordécone, avec l'un des premiers défenseurs effectivement de cette lutte, à savoir Harry Duguimel. Bonsoir Monsieur Duguimel. Bonsoir Monsieur Luce, bonsoir la Guadeloupe. Alors avant d'entamer cette problématique que vous avez débuté, je crois, il y a 16 ans, ça fait plus de 15 ans maintenant, ça fait 16 ans. On vous rejoint progressivement dans la lutte. Bon, ça a quand même pris 15 ans avant qu'on vous rejoigne dans la lutte. Bon, on dira mieux vaut tard que jamais. Exactement. Et avant d'en venir à cette problématique, dans une des vidéos, justement, vous avez dit, moi j'ai apprécié, bon, je le dis comme ça, qu'on attendait toujours d'avoir l'aval du papa blanc pour prendre une décision ou bien pour croire une information, puisque vous prêchez dans le désert, sur le chlordécone, on vous a limite traité de fou, moi je le répète, puisqu'on était là, on a vu, on vous a limite traité de fou, vous avez persisté, finalement aujourd'hui on vous donne raison parce que Emmanuel Macron finalement vous a donné raison, voilà. Ni plus ni moins. Alors est-ce qu'on a besoin vraiment, vous pensez vraiment qu'on a besoin d'être légitimé par un blanc pour pouvoir agir ? Je pense que c'est une problématique qui est liée à un lavage de cerveau, un travail qui s'est fait sur le long terme, parce que je m'aperçois que c'est pas qu'une question de niveau intellectuel, parce que c'est une sorte d'atavisme qu'on retrouve même chez des personnes fortement diplômées, qu'on retrouve même chez des dirigeants du pays Guadeloupe. J'étais dans une séance des établissements publics où je représente la ville de Pointe-à-Pitre, et j'ai assisté à une session d'appel d'offres, et j'ai constaté qu'il y avait 2 avocats d'origine de France hexagonale, et je vois que c'est ces personnes-là qui viennent nous dire comment faire un appel d'offres pour choisir un prestataire. Donc quand ils sont partis, je demande à mes collègues, mais messieurs, il y a 350 avocats en Guadeloupe. Comment se fait-il que vous allez chercher 2 avocats, et je ne veux pas les juger, ils ressemblaient plus à des vacanciers qu'à des avocats. Et je leur dis, mais les gars, il y a 350 avocats en Guadeloupe, pourquoi vous avez besoin à chaque fois d'aller chercher des avocats en France hexagonale alors qu'on a fait les mêmes études, on a été à la même école. Personnellement, j'ai fait mes études au Panthéon-Sorbonne à Paris 1, j'ai eu de très bons profs, mais je sais que j'ai aussi fait un 3e cycle à l'Université des Antilles, et je n'ai pas le sentiment que l'intelligence vient de France. Or, on a tendance à croire que l'intelligence est blanche, l'intelligence est France. Tout le temps, pour mettons, un avocat ou un architecte qui sortit en France, ce sont des architectes qui sont venus de l'Hexagone, qui nous ont évalué le Centre des Arts à 16 millions, et qui aujourd'hui nous disent « Ah non, finalement c'est 39 millions ». Donc souvent, ceux qui ne sont pas d'ici, qui ne connaissent pas le terroir, en sont plus enclins à se tromper. Donc on devrait de plus en plus croire en nous-mêmes, et cette leçon on doit la tirer aussi dans cette affaire du chlordécone, parce que ça fait près de 20 ans que je me bats et que des confrères sont sollicités, et qu'il y a 4 ou 5, je veux les citer, et Roland Esley, Evita Chevry, Sarah Aristide, Tania Bangou et Sandra Divial-Gélas. C'est ce petit groupuscule qui nous aide, et Ernest Danette, c'est toujours les mêmes qui nous aident. On constate que nous-mêmes on accepte qu'un avocat venu de l'Hexagone viennent nous dire ici que pour l'empoisonnement au chlordécone, comme vous subissez un préjudice d'anxiété, je vais vous faire gagner 15 000 € à chacun. Comme si c'était ça le sens de notre combat. Est-ce qu'on a juste besoin d'argent pour aller au PMU alors qu'on est empoisonné? C'est pas ça le sens de mon combat. Alors, pourquoi il y a eu divergence? Puisqu'on savait qu'il y avait contamination des sols, on savait qu'il y avait quelque chose d'anormal, vous êtes rentré dans la bataille. Pourquoi il y a eu divergence justement sur cette lutte qui pourtant, elle était claire quand même? Vous savez, dès que c'est le droit de l'environnement, ça paraît toujours comme secondaire. Et je me souviens que lorsque j'étais à la région dans la majorité de Victorin Lurel, il avait eu l'occasion de me faire cette remarque en me disant que, tu sais, Harry, tu demandes des choses pour l'environnement, mais tu sais, l'environnement, c'est une variable d'ajustement.
Donc ça m'avait choqué et on a tendance à penser que ce qui relève de l'environnement, c'est secondaire. Et lorsqu'on a demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du préfet qui autorisait par dérogation encore à continuer le transport aérien en Guadeloupe, et bien ce même président devenu ministre était venu nous dire qu'on était des donneurs de leçons et qu'allons-nous faire quand on aura 200 tonnes de bananes sur les bras. Donc c'est vrai que le droit de l'environnement, les pollutions du sol, on a tendance à penser que la terre, la mer, c'est un exutoire, c'est normal qu'elle nous jette tout ça n'est pas bon à dents, alors que on s'est rendu compte que ce qu'on jette dans la terre se retrouve dans notre assiette et en final de compte dans notre organisme. Donc on a eu tort pendant longtemps de penser que la terre c'est un catiche et qu'on pouvait tout jeter, tout y balancer et de sa fenêtre en circulant on pouvait jeter des choses. Il y a du progrès, on jette de moins en moins de choses à travers sa fenêtre en circulant, mais le droit de l'environnement a gagné à partir du moment où la charte de l'environnement a été adossée à la Constitution et que le peuple français a proclamé qu'on a tous le droit de vivre dans un environnement sain. Mais est-ce qu'on n'est pas, on baigne pas dans une hypocrisie totale? Parce que chaque fois qu'on nous parle d'environnement, on voit des décisions, des prises de décision qui sont contraires à ce qu'on attend. Voilà. Est-ce que c'est pas toujours une variable d'ajustement, l'écologie? Voilà, hélas, Harold, c'est ça. Lorsque on a à faire des sacrifices, on les fait sous l'environnement, on se dit, bon, la Terre s'en remettra, et on se dit, une pollution pour 700 ans, ça ne concerne que les générations futures, mais tant pis pour eux. Donc effectivement, il y a un fossé entre la proclamation de droit de l'environnement et une pratique assez désinvolte à l'égard de l'environnement. Alors, vous avez adressé un courrier justement au président de la République qui reprend un petit peu la chronologie des faits. J'aimerais bien que, si on peut avoir le document, Jordan, donc comme ça les téléspectateurs, vous pourrez vous renseigner sur le document. Tu peux nous mettre en double fenêtre aussi si tu peux. Merci. Alors, Monsieur Durimel, cette affaire-là commence quand? Comment? Eh bien, je ne rate pas une occasion de rendre hommage à mon ami Gérard Bourvon, qui était le président d'une association de Bretagne qui s'appelle SOS, OEAU, SOS, et qui m'a alerté lorsque, le 23 août 2002, une cargaison de 2 tonnes de patates douces est arraisonnée au port de Dunkerque. Et là, c'est la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes qui, à l'occasion d'un contrôle, a constaté qu'une importatrice de Martinique avait donc amené 2 tonnes de patates douces qui contenaient des traces de chlordécone. Et donc la DGCRF, connaissant mieux que nous ce poison, puisqu'on ne nous en parlait pas quand c'était chez nous, mais les poisons là arrivent en France, là il a dit attention. Et s'il y a un problème, et le procureur a été tout de suite alerté. Et le procureur de la République de cette région a ordonné l'incinération sur le port de cette cargaison de patates douces. Il ne fallait pas que ça sorte du port. Donc, et il a dit tellement c'était toxique. Voilà, il fallait que ça soit incinéré sur place. Et donc, lorsque Gérard Bourvon a connaissance de ce fait, il m'appelle et il me dit, Harry, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a un machin là qu'on appelle chlordécone et qui se retrouve dans des produits alimentaires venant de chez vous. Donc, tu devrais te renseigner. Et effectivement, je me suis renseigné, j'ai fouillé et j'ai trouvé un rapport qui avait été dressé par 2 inspecteurs, Bonan et Prime, qui avaient été missionnés par Dominique Voynet, qui était ministre dans le gouvernement de Jospin. Et ces 2 inspecteurs avaient dressé un rapport qui, à mes yeux, apparaissait comme un vrai réquisitoire contre l'État et ses préposés. Ce rapport faisait la chronologie de toutes les études qui, depuis 1977, rapport Kermarek, rapport de Ballan et Mestre, rapport de l'UNESCO, qui avait constaté une présence, une réminiscence, un maintien de traces de chlordécone, non seulement à côté de sources de captation, de points de captage d'eau potable, dans la mer aussi, on avait retrouvé qu'il y avait dans la tête des poissons des doses qui atteignaient des fois 260 fois la dose maximale. Donc ils avaient alerté les gouvernants en 1977, en 79, en 81, et personne n'a bougé, personne ne nous a jamais parlé de chlordécone. Donc, une fois que c'est arrivé dans l'Hexagone, ça devient dangereux.
Donc, il m'a alerté, et j'ai donc fouillé, et je me souviens de notre premier track, hein, c'était les Verts, on avait notre local à Maunalo, dans l'immeuble Pierre-Justin, et je me souviens du temps de Marilyn Piobacas et moi, on a commencé à battre le pavé, à aller à Trois-Rivières, sur les marchés, en Basse-Terre, informer la population, et je me souviens de ce face-à-face avec une marchande qui m'a dit, mais monsieur Durimel, pourquoi dit que chlordécone sont poison? Pourquoi pensez la France qui fait nous ça? Et j'ai mesuré l'étendue de la confiance qu'ont les Guadeloupéens en la mère patrie, puisque selon eux, la France n'aurait pas pu autoriser qu'on nous empoisonne comme je le leur décrivais. Donc pour le Guadeloupéen, impossible que la France soit machiavélique au point de les empoisonner. Je vous dis, il y a une dame qui m'a dit, mais Harold, sur le marché, et je lui ai dit, parce que je suis végétarien, donc je mange que sur le marché, et donc je lui ai dit, mais madame, ces hommes-là, est-ce qu'on peut dire, moi là, je sorti parce que, si on pas dit chlordécone, il dit, moi, pas vrai, pas dit chlordécone. Donc, pour ces gens-là, c'était quelque chose, je parlais de quelque chose qu'on ne pouvait pas voir, et donc ça n'existait pas. Donc, on a traversé tout ça. Des gens ont dit, ouais, Durimel fou et tout. Donc, on a traversé tout ça parce que j'avais la conviction que j'avais raison, puisque des scientifiques, puisque je ne suis pas scientifique, mais je sais lire. Et donc, j'ai lu beaucoup et j'ai découvert que des scientifiques avaient alerté les gouvernants et qu'on était face à un empoisonnement, un perturbateur endocrinien. Nous avons organisé des conférences, nous avons fait venir ici des intervenants et tout. Et malgré tout, personne ne bougeait. Monsieur Jean Laguerre, défunt et que paix à son âme, est le seul élu qui a cru en nous et qui nous a prêté la salle des fêtes, l'ancienne salle des fêtes. Maire de Goyave ? De Goyave, il était récemment maire de Goyave, et avec les agriculteurs, puisqu'il y a des producteurs agricoles comme M. défunt Alain Gayadine, comme M. Philippe Rotin, Alex Bandou, et ces gens-là qui sont pour une agriculture paysanne. Ils croyaient en nous et on a eu plusieurs réunions. Il y a aussi Claude Nazaire et d'autres qui venaient aux réunions. On se trouvait une vingtaine, une trentaine de personnes qui ne lâchaient pas. Et on s'est aperçu que la mobilisation s'effilochait au fil du temps, qu'on avait moins en moins de gens. Et un soir, on a eu une réunion à Destréland, à l'ancienne chambre d'agriculture. Et là, je leur dis, écoutez les gars, maintenant il faut qu'on prenne la France à son propre jeu. C'est un état de droit. Eh bien, on va l'attaquer par le droit. Et je leur ai dit... pardon? On est vers 2006 ? On est vers 2005 à cette époque-là. La plainte n'est pas rédigée, mais parce que je la rédige le soir en arrivant chez moi. J'ai été aidé par des stagiaires, une étudiante de l'université, Régine Tite, à qui aussi je rends hommage, qui a fait beaucoup de recherches pour moi. Et j'ai pu donc élaborer en 3 mois de travaux une plainte que j'ai soumise à ce moment-là aux camarades. Et on s'est dit qui va la porter, parce qu'il fallait qu'on veille à ce que la personne morale qui porterait cette plainte, l'association, soit recevable. Donc, il nous fallait donc créer une association qui aurait pour objet l'action pour le chlordécone et pour l'environnement. Donc, on a créé l'association ACE. Et Alain Gayadine, quand on est venu avec, j'ai dit, on va créer l'association agriculture, santé, environnement. Alain Gayadine a dit, non, les gars, faut pas faire comprendre que son problème contre l'agriculteur, son problème de société. Et il nous expliquait qu'en fait c'était systémique et que c'était parce que notre société avait fait le choix d'une agriculture productiviste, produit au maximum pour concurrencer la banane dollar. Donc il dit que c'est un choix qui est fait de privilégier la quantité sur la santé, le fric sur la santé. Donc il faut qu'on appelle l'association A2SE pour dire agriculture, santé, société, environnement. Et on a donc créé AC, et très rapidement c'est parti en vrille, comme tout complot annexe et complot à chien. Eh bien, on se battait pour la présidence. Moi j'étais pas président, mais ils se sont battus pour la présidence, et finalement AC mort des belles morailles. Donc on a un sérieux problème, monsieur Durimel. On a continué. Heureusement, moi j'avais une association qui s'appelait SOS Environnement qui s'est maintenue. Monsieur Griffard, qui lui aussi lorsqu'il s'accroche à un problème, il est décrottable, il a mis l'Union régionale des consommateurs dans la bataille. Je tiens justement à parler de SOS Environnement, puisque vous avez une militante qui est sur la Basse-Terre, qui lance souvent des appels, notamment sur des grosses entreprises qui déverseraient des produits chimiques dans les rivières. Dernièrement, ça m'a amusé, puisque elle aussi, on l'a traité de folle. Mais dernièrement, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y a des distilleries, pour être clair et précis, il y a certaines distilleries qui déversent des produits chimiques directement dans la rivière. Donc, on ne se croit pas entre nous, mais il suffit d'aller constater, en fait, souvent pour le voir. Absolument.
Et donc, effectivement, on a continué à militer avec les associations et on a décidé de déposer la plainte le 23 février 2006. Et quand on dépose la plainte, il va se mettre en branle une véritable guérilla où notre adversaire et de façon curieuse, le procureur de la République. Donc, on ne comprenait pas, c'était M. Prêtre à l'époque qui était procureur de la République. Monsieur Prêtre. Voilà, M. Prêtre dont on a entendu parler après à Nice. Mais M. Prêtre va pas aimer mes interviews où systématiquement je dis que je ne comprends pas. Quand je défends des voyous, quand je défends des criminels et des trafiquants, qui est contre moi au nom de la société? Le procureur. Là, je m'attaque à des pollueurs et qui essaie de bloquer notre plainte? Le procureur. Il va dire que notre plainte est irrecevable. Il va faire appel. Quand le juge d'instruction va dire que oui, c'est recevable, il va faire appel. Et quand on va gagner un appel, il va aller en cassation. Et jusqu'en cassation, nous, on ne lâche pas non plus. Le procureur de la République. Exactement. Pour faire dire qu'il n'y a pas de lieu à porter plainte contre cette pollution. Et donc, la Cour de cassation va nous donner raison. Et donc, l'action va pouvoir commencer. Eh bien, on n'était pas au bout de nos peines. Lorsque l'action, on est en 2008, à ce moment-là, lorsque on se dit, bon, on a gagné en cassation, c'est fini, il va dire non. Comme le problème est complexe, ça ne peut pas rester en Guadeloupe. Il faut l'envoyer à Paris. Donc, il saisit le pôle santé du tribunal de Paris et nous, on va là, nous, aller devant la Cour de cassation et dire non, on n'est pas d'accord, nous sommes ici, nous n'avons pas d'argent, on ne pourra pas suivre un procès à Paris. Et la Cour de cassation nous leur donne raison en disant non, c'est quand même spécialisé. Il y a un pôle santé au tribunal judiciaire de Paris et il a eu raison. Elle a eu raison, la Cour de cassation, parce que finalement, ça nous a arrangé, parce qu'il y a eu une formidable enquête qui a été menée par les gendarmes de la brigade de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé. Ils sont formés pour ça, ils sont roués aux investigations en matière d'environnement et de santé. Donc les juges d'instruction, puisque au pôle santé on a désigné 2 juges, considérant que le problème était énorme, on n'a pas mis un seul juge d'instruction, on en a mis 2. Et depuis, 3 fois 2 juges sont déjà passés sur le problème. 3 fois 2 juges. Voilà, chaque fois, ils ont le temps de prendre leur retraite, on les remplace, on en met 2. En 15 ans, il y a eu beaucoup de promotions de magistrats qui sont passés sur notre plainte. Et donc, on finit par pouvoir instruire. Et quand on va commencer à instruire, on est en 2008, là, il dit, attention, le premier acte de cette instruction qui a été fait à Basse-Terre est nul. Et toute la procédure est nulle. Donc, là, on fait la quête, on ramasse un peu d'argent, Roland Islin et moi, on part à Paris, on va plaider devant la Cour d'appel de Paris, on sera soutenu et aidé par mon confrère maître Jean-Claude Durimel, qui est avocat à Paris, qui viendra plaider avec nous et on va gagner l'affaire devant la Cour d'appel de Paris, qui va dire, oui, l'acte accompli par le juge d'instruction, le doyen des juges d'instruction à Basse-Terre est nul, parce que le doyen des juges d'instruction, quand vous déposez une plainte, il est là juste pour enregistrer votre plainte. Et après, c'est le tour de rôle qui est déjà préparé pour le trimestre ou pour l'année, qui fixe quel est le magistrat qui va instruire l'affaire. D'accord. Comme ça, on ne peut pas choisir son juge. Donc, le procureur a considéré que ce magistrat avait commis une erreur en nous entendant, en entendant les parties civiles. Ce qu'on a fait là il y a 15 ans, lui, il l'a fait tout de suite. Cet acte a été annulé par la Cour d'appel, mais la Cour d'appel a dit si cet acte est nul, la plainte elle-même n'est pas nulle. Donc parce que le juge vous a auditionné à l'époque, c'était nul. C'était nul. C'était pas son... Et là, il vous a auditionné il y a 2 semaines. Là, c'est le vrai juge d'instruction. Celui-là, c'est celui qui doit enregistrer la plainte, c'est le doyen. Il a une fonction de le plus grand de tous, de prendre la plainte et après l'envoi au procureur. Et c'est l'orientation, le hasard qui fait que ça va vers un juge. D'accord. Donc, comme lui, il nous avait entendu parce que c'est un juge militant, je le dis franchement, il a d'ailleurs pris sa retraite et je crois qu'il est en Guadeloupe, Monsieur Roger, pour le citer. C'est un vététiste, c'est quelqu'un qui aime le pays Guadeloupe. Et donc, il a voulu tout de suite nous entendre et prendre au sérieux l'affaire. Donc, son acte a été annulé. Mais la Cour d'appel a dit que si cet acte est nul, la plainte n'est pas nulle et on ordonne au juge d'instruction d'instruire. Donc voilà comment l'affaire commence en 2008. Donc 2 années de guérilla judiciaire pour vaincre la résistance d'un procureur. Juste pour débuter, car il y a un homme qui ne veut pas qu'on instruise. Et qu'est-ce qu'il fait, le procureur Prêtre, lorsqu'il voit ma perspicacité et que je le prends à partie sur les médias? Je reçois chez moi, alors que je suis à Saint-Martin à mon cabinet, les secrétaires de Guadeloupe m'appellent et me disent « Maître Durimel, on a reçu une convocation, vous êtes convoqué pour être mis en examen pour violation du secret de l'instruction dans une affaire de drogue que j'avais défendue 2 ans plus tôt. On aurait remarqué que j'aurais donné des informations, fuité des informations et je suis convoqué pour être mis en examen. » Donc, on a fouillé dans votre... Il a cherché mais il n'a rien trouvé, il a inventé une affaire et donc quand je suis convoqué, et là les confrères qui ont compris que le jeu c'est de me faire taire, arrêter l'affaire chlordécone,
150 avocats se sont mobilisés pour moi, ils m'ont accompagné le jour de mon audition. Le bureau du juge étant trop petit, on a pris une grande salle pour nous entendre. Les joueurs de Goka dehors, mes amis dehors, ma mère est venue. Tout le monde est venu et ma mère a lancé un cri envers Monsieur Prêtre en disant « Monsieur Prêtre, est-ce que vous faites à mon enfant ?» Et je me souviens bien de cette scène, elle a pleuré, on s'est battu, ça a duré toute une journée et en fait définitif, ça s'est terminé par un non-lieu, car je n'avais rien fait. On voulait tout simplement me faire la fermer. Et donc l'affaire continue à Paris, et malgré cet aléa, je ne lâche pas. Mon confrère Maître Durimel à Paris nous aide, il prend les informations et nous les envoie. Et à mon cabinet, j'ai des avocats qui travaillent le dossier avec moi, et il y a une particulièrement tenace, Sandra Divial-Gélas, que je salue, et qui est vraiment une avocate, je crois que c'est la meilleure de sa génération, qui travaille ce dossier avec entêtement, et qui aime le droit pénal pour avoir travaillé à la Cour pénale internationale avant de venir au cabinet. Donc, elle me donne un sacré coup de main et on fait des demandes d'actes. Le dossier, si un avocat rentre dans l'affaire aujourd'hui, il va voir, c'est plus de 200 de pages d'écriture, d'argumentation qu'on fait pour faire entendre des gens, pour demander l'audition. Et à un moment, on va demander la mise en examen de M. Soisson, de M. Nallet. Qui est M. Soisson ? Soisson, c'est un ministre de l'Agriculture qui a donné cette dérogation. Et M. Nallet est aussi ministre de l'Agriculture, l'un est de droite, l'autre est de gauche. Donc de droite et de gauche, ils ont participé à cet empoisonnement. Pour eux, comme c'est pour nègre, c'est pour cochon. Donc on donne des dérogations alors que c'est interdit. Donc on a demandé la mise en examen de ces gens et on se heurte souvent à des rejets, mais les juges vont quand même ordonner des expertises. Et ces expertises vont être confiées à M. Multinier, qui est un professeur qui a travaillé en Guadeloupe, émérite, et M. Narbonne. Et ils vont conclure, les juges vont leur demander de dire est-ce que en 1990, lorsqu'on a banni le chlordécone en Europe et qu'il s'est trouvé des bons ministres pour autoriser les importateurs de chlordécone en Guadeloupe à continuer à utiliser le chlordécone. Donc, on a demandé d'entendre ces ministres et de les mettre en examen. Nous avons là aussi perdu. On nous a dit que nous ne sommes pas des procureurs. Nous n'avons pas qualité pour demander la mise en examen. Curieusement, dans cette affaire, les procureurs sont plutôt pour les pollueurs. Donc, c'est pas sur eux qu'on devrait compter pour demander la mise en examen. C'est compliqué. Ils n'ont jamais demandé de mise en examen. Et aujourd'hui, 15 ans plus tard, on se retrouve avec ceux qu'on poursuivait qui se sont constitués partie civile. Ceux qu'on pointait du doigt comme les empoisonneurs sont rentrés dans l'affaire. Oui, il y a eu beaucoup de gens qui se sont constitués partie civile, l'association Vivre, l'association Envie Santé, le syndicat CGTG, sous ma constitution. Mais le plus original, ce sont les planteurs, l'UP Banane, non pas l'UPLG. Il y a l'UPG qui est plaignant avec moi, mais l'UGP Ban. L'UGP Ban, exactement. L'UGP Ban s'est constituée partie civile. L'UGP Ban. Parce qu'elle considère que sa terre a été polluée, on l'a autorisé à utiliser un produit dangereux et maintenant sa terre héritée de ses ancêtres est polluée. Mais il me semble que l'UGP Ban, c'est le regroupement des plus gros planteurs de Guadeloupe. Bien sûr. C'est les gros planteurs. C'est les gros planteurs qui ont, parce que ceux-là beaucoup d'entre eux sont non seulement planteurs parce qu'ils ont des terres, mais ils ont aussi les maisons de distribution et d'importation, puisque lorsque à Oprel en 1976, il y a eu l'explosion de l'usine qui fabriquait originellement le chlordécone, les États-Unis vont bannir le chlordécone dès 1976 sur leur territoire. Alors, il va se trouver une société qui s'appelle La Garrigue, qui était dirigée par un monsieur Yves Ayotte, et ce monsieur-là va acheter la licence de chlordécone. Il va se dire, bon, c'est pas bon pour les Américains, mais ça peut être bon pour nous aussi, qui ne sommes pas tout à fait en Amérique, étant un petit peu français. Donc, le chlordécone n'est peut-être pas mauvais pour nous. Donc, il va acheter la licence et va produire le chlordécone ailleurs, au Brésil, en Afrique, et le faire arriver ici. Donc, Yves Ayotte achète la licence pour recommencer à produire du chlordécone. Et lorsqu'on va lui notifier en 1990 que c'est terminé, il va demander une dérogation. Ils vont, parce qu'il n'y a pas que lui. Je ne veux pas qu'on fasse une fixation sur lui et je ne veux pas non plus qu'on généralise en disant, comme Yves Ayotte a fait ça, tous les Ayotte, c'est des empoisonneurs. Il faut pas cette digression. Ils parce ont des prénoms. Voilà, j'ai un ami, Simon Ayotte, qui est très sympathique et qui nous a déjà beaucoup aidé en Dominique et tout, à porter secours à des gens. Je voudrais bien qu'on le distingue et qu'on ne jette pas l'opprobre sur toute une famille à cause des errements d'un élément qui est mort d'ailleurs. Depuis, il est en vérité, nous sommes en mensonge, donc on pourrait le laisser reposer en paix. Donc, ça
sa société va donc acheter cette licence, et au moment où on leur dit c'est terminé, qu'est-ce qu'ils vont faire? On leur dit on vous autorise à écouler votre stock. Ça pas bon, mais ça, Zojani, si ça vient vite. C'est comme si votre femme de ménage, il y a du poison dans le réfrigérateur, les enfants goûtaient, il leur dit les enfants, mangez vite parce que papa va arriver. Il faut finir le poison avant que papa arrive. Eh bien, on leur a dit on vous autorise à écouler votre stock. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de se contenter d'écouler leur stock, ils ont importé 1560 tonnes de chlordécone. 1500 tonnes. Voilà. Et donc, les gendarmes d'Arcueil ont démantelé ce système et ont démontré qu'il y a eu une fraude et que loin d'écouler leur stock, ils ont reconstitué un stock énorme. Et aujourd'hui encore, nous avons rassemblé des preuves qu'il y a encore du chlordécone qui circule, puisque j'ai reçu une audio avec une photo accompagnant et qui culonne que quelqu'un se serait procuré du chlordécone quelque part, je ne sais pas où, mais j'ai des informations qui me parviennent comme quoi on en aurait caché quelque part sous terre. Donc, au jardin d'essai, à ce qui parle. On m'a même dit que c'était au jardin d'essai. Monsieur Beaujean s'est permis de déclarer ça, mais lorsque le procureur a ouvert une enquête préliminaire l'année dernière, lorsqu'on l'a interrogé, il a dit non, c'est pas tout à fait ça, on m'a dit. Et lorsqu'on a interrogé la personne qui l'a cité pour lui avoir dit ça, cette personne a dit moi aussi, on m'a dit. Donc le procureur m'a dit, vous voyez, M. Emel, je voulais bien vous apporter cette vérité, mais ceux qui parlent, ils déparlent quand on les interroge. Mais sous la circulation du chlordécone, encore... je vais vous donner des éléments, ça serait bien d'investiguer. En fait, moi j'ai eu des échos, d'agriculteurs même, puisqu'ils savent très bien ce qui s'est passé, puisqu'ils étaient au centre, mais les petits agriculteurs, eux, n'en avaient pas, visiblement, puisque c'était un produit coûteux, visiblement, c'était le luxe, c'était la Rolls-Royce des pesticides à l'époque. Donc les petits agriculteurs n'en avaient pas, mais ils savent très bien qui en avait et qui en a fait quoi, en tout cas. Très bien. En tout cas, voilà le problème et voilà ce qui se passe. Et donc, au lieu d'écouler les stocks, on a renouvelé les stocks et on a continué à semer du poison. Donc, nous, on a attendu, et ce qui s'est passé le 20 janvier, on a été enfin entendu par le juge d'instruction, les juges d'instruction qui ont emmené, comme c'est très rare, vous ne voyez jamais dans un cabinet de juge d'instruction des experts, des gendarmes, tout ça. Tout le monde était là, autour des juges, mais on sentait bien que c'était une grande messe, puisque j'avais écrit à Dupond-Moretti, le nouveau garde des Sceaux, pour lui dire, monsieur le garde des Sceaux, vous êtes un avocat que j'ai connu, un avocat farouche et autres, pour les droits de l'homme, allez-vous accepter qu'une plainte déposée en 2006 meure de sa belle mort sans qu'on ne fasse aucun acte envers les parties civiles? Et un peu de temps après, 5 semaines, le juge nous a dit que c'était pas vrai, que c'était pas ma lettre qu'il avait déterminé à nous convoquer, mais je n'exclus pas que ça a influencé sa décision, puisqu'on a reçu une convocation, nous, le 21, et la Martinique, le 20. Et donc, on a été entendu, mais il y a 1h30 avant qu'on ne nous pose aucune question, le juge a fait exposer par les gendarmes, par les experts, la preuve que cette affaire était sérieuse et qu'on avait trouvé des éléments qui mettaient en cause beaucoup de gens, et notamment que des dérogations avaient été accordées non pas par les ministres directement, mais par des sous-directeurs qui avaient mis une signature sans mettre pour le ministre et par ordre. Des signatures donc avaient été posées sur des décisions qui ne relevaient pas de la compétence de ces gens-là, et un certain nombre de faux avaient été utilisés également. Donc des détails que je ne peux pas révéler puisqu'il y a le secret de l'instruction, je ne peux pas mettre des noms. En tout cas, fraude, je ne peux pas citer. Fraude il y a, et nous demandons, donc le juge nous dit, mais il y a quand même, après nous avoir exposé la pertinence de notre combat, le juge dit, mais il y a un hic. Nous risquons de nous heurter à la prescription. Voilà tout ce que le juge a dit. Le juge n'a pas dit c'est prescrit. Nous risquons de... Nous risquons. Vu comment l'affaire se déroule quand même depuis 2006, quand on évoque première audition, la population entend prescription... C'est clair. Il y a de quoi s'inquiéter quand même. Et c'est à juste titre, puisque ce risque est encouru. Mais nous, avocats, nous sommes habitués à cet aléa juridique ou judiciaire. Nous savons qu'on peut avoir raison et ne pas pouvoir condamner quelqu'un. Et souvent, nous-mêmes, nous soulevons la prescription pour sauver nos clients. Donc, ça ne nous a c'est le jeu. Voilà. Dans le fond, on n'est pas choqué, mais ça ressemblait pour nous à un enterrement de première classe. Et on ne pouvait pas rester taisant. Et on a exprimé notre indignation. Et passé l'indignation, nous sommes aujourd'hui en train de travailler pour élaborer une argumentation tendant à démontrer au juge d'instruction qu'il n'y a pas prescription.
Et parallèlement, nous appelons les citoyens à se mobiliser, à faire entendre leur voix, car je suis convaincu que si nous n'avions pas été aussi inertes pendant les 15 années écoulées, on n'en serait pas là aujourd'hui. Il a fallu, comme vous l'avez dit au début, Harold, il a fallu que le papa blanc, Macron, vienne à Martinique l'année dernière, en octobre 2017, pour déclarer que l'affaire du chlordécone était un vrai scandale environnemental et que l'État devrait assumer sa part de responsabilité. Est-ce qu'on n'est pas dans la même configuration qu'un François Hollande qui débarque au Memorial Act et qui nous dit « Ah, il faut indemniser Haïti ». Alors, je ne sais pas, je ne veux pas les comparer, mais je sais que dans ce dossier chlordécone... Ils le prennent vraiment au sérieux ? Il y a eu, non, mais je veux dire, il y a eu Sarkozy, il y a eu François Hollande, on a eu des ministres de droite et de gauche venant de Guadeloupe, on n'a jamais entendu ça. Mais ils ont la pression martiniquaise, là. Je ne sais pas si vous voyez l'actualité, mais ça fait plus d'1 an qu'ils sont en train de boycotter les carrefours, boycotter les filières, justement, et surtout les entreprises. Comme quoi la mobilisation paye. Ah oui, la mobilisation en Martinique sur le chlordécone... ça paye. N'empêche qu'on s'est mobilisé avant eux. On a déposé une plainte en 2006 et c'est quand ils ont entendu cette plainte que des confrères m'ont contacté, m'ont dit « Harry, qu'est-ce qu'il y a? Tu as déposé une plainte ?» Et je leur dis « Oui les gars, je vous la donne volontiers, vous avez qu'à changer le nom et vous déposez une plainte aussi parce que vaut mieux qu'on soit deux que seul. » Et c'est ce que va faire Maître Duhamel, elle va me dire « Toi tu as dit mise en danger de la vie d'autrui, mais moi j'ai ajouté empoisonnement. » Et donc en Martinique, ils ont ajouté l'empoisonnement parce que pour eux, ça aurait été fait sciemment, ils sont dans une dynamique qui tendrait à démontrer que cela a été fait pour nous tuer. Moi je ne crois pas. Pour nous tuer. Moi je ne crois pas que c'était dans une volonté de génocidaire qu'on a mis ça dans le sol. Il y a d'autres moyens de nous empoisonner. Pour vous, c'est plus pécunier, c'était vraiment une question d'argent. C'est le fric qui l'a emporté. Et même à l'échelle du monde, de la planète, moi qui suis écologiste, je sais qu'aujourd'hui, le monde est gouverné par des gens qui ont tendance à se laisser dicter leur conduite par des lobbies industriels qui souvent financent leur campagne électorale directement ou indirectement et dont ils sont esclaves. Et aussi, même quand il n'y a pas corruption ou il y a une conception aussi de la société qui est que l'économique détermine la vie, le confort, le bien-être. Donc, à chaque fois, pour des raisons économiques, pour sauver l'emploi, pour sauver la balance commerciale de la France qui était mise à mal par la banane dollar, on peut dire, bon, fermons les yeux, ça empoisonne, mais allez-y, mais 2 années de plus, ça ne va pas les tuer. Donc, il semblerait que notre cas de figure soit aussi en France hexagonale. Bien sûr, il y a des villages. Mais attendez, le glyphosate, tous ces poisons contre lesquels militent les écologistes partout dans le monde, on ne cherche pas à tuer tous les Français. Donc moi, je ne défends pas la thèse que ça a été fait pour nous tuer. Mais je dis qu'on savait que ça pouvait nous tuer. Il y a une volonté de nuire quand même. Voilà. La volonté de nuire est patente, manifeste, mais c'est surtout la volonté de faire du fric, vous voyez, au détriment de la santé. Et c'est ça que Gayadine a défendu, et j'ai du respect pour sa mémoire, ce vaillant militant et agriculteur sain. Donc on est sur cette ligne-là, et nous espérons qu'il n'y aura pas prescription, que la mobilisation sera à la hauteur des enjeux sanitaires, économiques, culturels, puisque ça a modifié nos modes de vie. Et donc, le chlordécone... Et ça va encore modifier notre mode de vie. Absolument. Ça va nous reconduire à manger plus de panzani que rosillame et poyor et ador. Donc, ça change nos vies, ça nous conduit à aller acheter plus au supermarché de ceux-là même qui nous ont empoisonnés pour acheter. Donc, le problème est un problème majeur. Et c'est pour ça que même élu maire, en prenant toute la mesure de ma responsabilité, parce que je suis élu à Pointe-à-Pitre, et donc je suis à la tête d'une majorité composite. Donc si j'avais le sentiment que cela pouvait déséquilibrer ou semer la zizanie au sein de mon groupe, je serais peut-être appelé à me retenir. Mais tout le monde dans notre groupe est conscient qu'il ne faut pas lâcher, et je pense que je suis entre autres élu en raison du combat que je mène dans cette matière-là, mais par ma fidélité aux causes qui intéressent mon peuple, qui a cru devoir un moment me faire confiance et me dire « Harry, on en a marre de t'entendre dire « il y a qu'à faucon », eh bien vas-y, fais. Et je suis donc là pour faire et je m'applique à bien faire. Donc pour revenir sur la question du chlordécone, c'est un combat majeur et c'est un combat aussi pour la postérité. Parce que qu'est-ce qu'il faut obtenir au final de compte? Vous n'êtes pas pour l'indemnisation financière, oui, mais on voit que c'est pas votre cheval de bataille finalement. Non. Donc c'est quoi la finalité, c'est quoi la volonté d'Harry Duhamel sur le dossier chlordécone?
Il y a une part de besoin d'indemnisation parce que quelqu'un qui attrape le cancer de la prostate est diminué et sa vie change. Et dans notre société, on ne répare le préjudice qu'avec de l'argent. Vous perdez un œil, on vous file 200 000 euros et on vous dit pas pleurer. Mettez sans IAO et continuez à marcher. Concrètement, c'est ça. C'est comme ça. Cette société n'a pas encore trouvé un moyen de nous redonner notre vue et de nous redonner notre jambe coupée. Donc, on donne de l'argent. Donc, oui, il va falloir payer tôt ou tard et nous revendiquons l'application du principe pollueur-payeur. Et nous demandons aussi qu'il y ait, à l'échelle macro-sanitaire, macro-politique, qu'il y ait des systèmes de prévention. Parce qu'il est établi que lorsqu'on ne consomme pas de chlordécone pendant un certain temps, on peut l'extirper de notre organisme. Donc il y a des jeunes couples qui veulent enfanter, beaucoup de gens qui ont entre 20 et 45 ans qui veulent enfanter. On doit pouvoir leur proposer un protocole alimentaire pour dépolluer leur corps. On doit pouvoir éviter que les enfants qui naissent aujourd'hui ne soient contaminés dès le cordon ombilical. C'est l'enquête Timoun, l'enquête Hibiscus qui l'a prouvé. Donc on doit pouvoir mettre en place ces mécanismes de prévention, ces mécanismes de dépistage systématique lorsque vous atteignez 40 ans pour vérifier que vous ne faites pas un cancer de la prostate et vous prendre à temps le cancer de la prostate puisqu'on peut en guérir. Donc nous voulons qu'on mette en place un système de prévention, un système de traitement, d'indemnisation et qu'il y ait une reconnaissance officielle de ce qu'on nous a fait. Et donc c'est en ce sens que j'ai écrit ce matin au président de la République pour lui demander, au-delà de la déclaration faite à Morne-Rouge en Martinique, nous vous demandons, Monsieur le Président, de dire très sincèrement que vous reconnaissez qu'il y a un fléau, vous ne contestez plus le lien de causalité entre le cancer de la prostate et chlordécone. Est-ce qu'on peut l'établir clairement la corrélation entre chlordécone et cancer de la prostate? Alors, le professeur Blanchet, qui est un urologue, un chercheur, a écrit et adressé un rapport avec le concours de M. Multigné, un rapport intitulé Carouille prostate, qui a été publié dans des magazines, parce qu'en matière de littérature médicale, il y a une hiérarchie des magazines et des publications. La publication de Blanchet a été faite dans un magazine international de haute facture. Donc il a démontré qu'on est passé de la présomption d'innocence à la présomption de culpabilité du chlordécone dans le cancer de la prostate. Et beaucoup d'autres études l'ont démontré, les expertises sollicitées par les juges d'instruction l'ont encore démontré. Et après la sortie de Macron à l'Élysée face aux élus où il disait c'est pas établi qu'il y a un lien entre chlordécone et cancer de la prostate, et Multigné et Blanchet se sont fondus d'un communiqué pour dire non, Monsieur le Président, respect pour nos travaux. Et aujourd'hui encore, Monsieur le professeur Multigné m'a contacté lorsqu'il a entendu ce risque de non-lieu pour encore nous dire mais j'entends qu'on vous dit qu'il faut montrer qu'il y a un lien indiscutable entre cancer de la prostate et chlordécone, mais ça n'existe pas dans aucune pathologie. Si vous avez le diabète, si vous avez telle autre tumeur, on ne peut pas vous dire que c'est exclusivement ceci qui vous a donné ça. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que lorsqu'on a du chlordécone dans le sang, on est plus susceptible de faire un cancer de la prostate que quelqu'un qui n'en a pas. Et le lien est donc établi. Qu'on ne nous demande pas de démontrer que sous bon gauche chlordécone ou quand on prend un cancer de la prostate, c'est pas démontrable, la preuve est possible. Donc nous considérons que ce stade-là est dépassé. Nous sommes aujourd'hui le pays qui produit le plus de cancers de la prostate, à toute proportion gardée. Et dans un pays où plus de 90% des citoyens sont imbibés de chlordécone dans leur organisme, il y a une corrélation entre cette épidémie de cancer de la prostate et cette présence massive de chlordécone dans le sang. Est-ce qu'on ne devrait pas élargir justement les recherches, parce qu'on a un rapport de cause à effet justement avec les cancers de la prostate, mais je me rappelle à l'époque, ça doit faire une dizaine d'années quand même, il y avait des experts canadiens qui étaient venus pour nous parler, ils faisaient une étude justement sur les effets de la chlordécone sur les fœtus nouveau-nés, et qu'il y avait un risque de prénatalité, à cause du chlordécone. Et de réduction des QI, du quotient intellectuel, et tout.
il y a évidemment un affect cognitif aussi, la compréhension des problématiques. Les enfants qui avaient vécu dès le cordon ombilical à téter du chlordécone, eh bien, ces enfants-là avaient des retards de compréhension, avaient des retards dans leur quotient intellectuel, donc, et perturbateurs endocriniens. On sait que le chlordécone est lipophile, c'est-à-dire qu'il aime les graisses, qui se reste collé aux graisses. Donc, les cancers du sein et les autres parties du corps que le chlordécone aime peuvent aussi générer d'autres types de pathologies. Donc, nous savons que c'est un agent pathogène et qui a fait la preuve de sa nocivité sur nos territoires. Et je le dis encore, c'est dommage que nous ayons accepté ça de façon aussi passive. Donc, on ne peut pas reprocher à l'autre de ne nous avoir pas accordé plus d'attention quand nous-mêmes, nous nous moquions de celui qui nous alertait. S'il y a prescription, qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est un schéma qu'on préfère. On préfère ne pas envisager. Ne pas envisager. Mais s'il y a prescription, mais il y aura de la colère. Il faut se poser. Il y aura déjà la colère, mais il y aura aussi, de notre part, d'autres pistes. Parce que si l'empoisonnement continue, on peut encore déposer plainte contre d'autres personnes. Ah, donc vous avez déjà un autre angle d'attaque. Bien sûr, on a d'autres angles d'attaque et on peut aussi demander réparation devant le tribunal administratif, tout simplement pour chercher de l'argent. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il faut associer l'action pénale, la réflexion sur une piste administrative. Certains ont déjà pris cette piste-là pour aller demander 15 000 € pour des préjudices d'anxiété. Et aussi l'action, le lobbying politique. C'est pour ça que ce matin, j'ai reçu à la mairie le sénateur Dominique Théophile. J'ai eu aussi une séance de travail dès l'annonce avec Olivier Servat et son collaborateur, qui sont des élus qui sont proches de la majorité et que je tente de convaincre, et je n'ai pas besoin de convaincre, qui sont déjà convaincus qu'ils peuvent apporter quelque chose dans notre combat. Mais est-ce qu'ils vont monter au créneau comme vous, M. Djirimet ? Mais Servat a écrit au président, il a même demandé qu'une loi soit adoptée pour poser le principe de l'imprescriptibilité de la pollution au chlordécone. Et donc, je les sens sincères dans l'engagement qu'ils nous promettent et qu'ils ont d'ores et déjà mis en œuvre. Donc, mais seuls, ils n'arriveront pas. Il va falloir qu'on les soutienne, il va falloir qu'on se bouge. Et moi, j'ai écrit aussi ce matin au président de la République. Je leur ai demandé d'appuyer ma démarche pour que le président de la République ait une réaction. Donc, j'attends voir quelle réaction que le président de la République aura. Et nous ne désespérons pas. Comme on dit, c'est coq de bout qu'a gagné combat. Mais il n'y a pas, peut-être que je rêve, peut-être que je suis un doux rêveur, mais il n'y a pas de possibilité que l'État reconnaisse sa responsabilité, que les pollueurs éventuellement sortent du bois pour dire bon, effectivement on a fauté, évitons d'aller en justice, on règle ça entre nous. C'est pas rêveur, Harold, vous êtes juste objectif et vous êtes dans une démarche de sage, de rationalité, parce qu'il y a un principe qui dit ce que vous venez de dire, le principe c'est pollueur-payeur. Donc, il n'est pas question qu'on fasse payer le contribuable. Nous demandons la création de fonds d'indemnisation avec des modalités d'accession à ce fonds d'indemnisation qui ne soient pas dissuasives, parce que, de même pour les essais nucléaires, il a été créé une commission d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, la CIVEN. Et je viens de défendre un monsieur, un Guadeloupéen, dont je ne dirai pas le nom parce que je veux protéger son secret, le secret de sa santé, mais je viens de défendre un Guadeloupéen qui travaillait à Mururoa, sur les atolls de Mururoa où on faisait des essais nucléaires, et un autre encore, et il a contracté plusieurs cancers. Et lorsqu'il a demandé réparation, on lui a dit aller devant la commission d'indemnisation que nous appelons également à créer pour le chlordécone. Et devant cette commission d'indemnisation, il a été débouté. On lui a dit qu'il ne prouve pas qu'il y a un lien indiscutable entre ces cancers et les radiations, et surtout qu'on considère que là où il était, il n'a pas subi les radiations. Nous avons démontré qu'il était à bord de navires qui transportaient les gens d'un atoll à l'autre, il était au plus près des essais nucléaires, qu'il les avait subis, et le tribunal administratif de Basse-Terre, il y a 2-3 mois, a annulé la décision de la commission d'indemnisation et a ordonné d'indemniser ce monsieur et a désigné un expert pour évaluer son préjudice. Donc c'est une excellente nouvelle dont il sera fait état sur les médias, puisqu'il a donné une longue interview qui n'est pas encore publiée sur une autre chaîne de télé-radio. Donc ce combat-là que j'ai mené devant les juridictions pour les essais nucléaires,
on ne voudrait pas avoir à le mener pour le chlordécone. On veut qu'il y ait une présomption de lien de causalité entre chlordécone et cancer de la prostate pour tous les gens qui ont travaillé dans la banane, pour tous les gens qui ont habité dans des zones aussi circonscrites comme étant polluées. On veut qu'il y ait une présomption pour que ces gens-là aient à faire seulement la preuve qu'ils ont habité tout près de zones polluées et que, objectivement, ils sont contaminés. C'est un des axes que l'État pourrait trouver pour créer un fonds qui serait alimenté en partie par l'État au nom de la solidarité nationale, mais surtout par ceux qui se sont enrichis au détriment de notre santé. Très bonne idée, en tout cas. Mais c'est la vôtre et vous verrez qu'elle va prospérer. On le souhaite vivement, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont lésées dans cette affaire, notamment les agriculteurs ou les planteurs qui travaillaient à ce moment-là et qui sont malades. Et pour certains, beaucoup d'entre eux sont déjà morts, finalement. Et c'est dur, effectivement, de devoir aller en justice, sachant qu'on a raison, on est malade, on va en justice et on vous balaye comme ça d'un revers de main. C'est vrai que ça doit être pénible pour une fin de vie. Donc, on soutient effectivement ce combat. Je pense que toute la Guadeloupe a compris maintenant les enjeux effectivement du combat que vous menez et on attend de voir si vous arrivez à bout de quoi. Mais nous qui arrivons, convaincus. L'animal fournit bien et nous qui fait bien là. Merci beaucoup en tout cas Ridji Rimel d'être venu sur ce plateau ce soir. Chers téléspectateurs, on se retrouve demain pour un prochain focus. Passez une bonne soirée et n'hésitez pas à vous renseigner sur effectivement cette problématique de la pollution des sols guadeloupéens au chlordécone. Un empoisonnement qui a duré quand même des décennies. Comment vous dites pas empoisonnement ? Pollution. On peut parler d'empoisonnement, mais à l'égard des gens, pour parler d'empoisonnement, il faut qu'il y ait une décision volontaire visant à donner la mort. D'accord. Donc c'est une contamination, c'est une pollution, c'est une intoxication, mais on peut parler d'empoisonnement au sens où nos sols sont empoisonnés et par ricochet, nous pouvons nous empoisonner. Et pour très longtemps. Pour 700 ans, dit-on. C'est énorme. Et pour le fonds d'indemnisation, juste une petite parenthèse, il faudrait pas quand même qu'on déduise les plans chlordécone. Les plans chlordécone, il faudra que ça reste à part. C'est absolument. Tous ces plans chlordécone, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de com. Parce que c'est beaucoup d'argent, beaucoup de com dépensé pour pas beaucoup de résultats. Voilà. Donc bon, merci encore. Merci Harold. Une bonne soirée à vous. Bye bye. Merci.